bonjour aux communicants et aux spectateurs. Donc, on va démarrer une session à 14 heures, on a encore un tout petit peu de temps, qui durera 1 heure et au cours de laquelle 4 personnes vont intervenir. Alors, donc, dans cette session, on va commencer par accueillir Moshka, qui vient de l'université de Ljubljana, Ljubljana. Pardon, en Slovénie. Chers collègues, un grand bonjour de la Slovénie, de l'université de Ljubljana. En fait, je suis pour le moment à Kranj, qui est une ville à côté de Ljubljana, où je suis confinée depuis un certain temps. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, Diana, Louise, Patrice et bien sûr Thomas en tant que directeur de l'équipe Plidam, qui m'ont permis de partager avec vous les expériences de confinement et faire ce saut virtuel à Paris. En fait, pendant plus de 3 mois, nous étions obligés d'agir à distance et mon expérience personnelle, j'avais quelques notions de Moodle plutôt vagues pour organiser les cours de traduction où les étudiants me rendaient les traductions à cette plateforme. Et puis, la faculté entière s'est reconvertie pendant 1 semaine à Zoom et ils nous ont procuré des licences et nous avons fait toutes les classes par ce biais. Pour moi, qui appartient à une génération qui a plus de 40 ans et qui est technologiquement morte, si l'on en croit aux jeunes, c'était d'abord un choc, mais c'était un choc pour les étudiantes aussi. Et ce qu'on a fait en réalité, ce n'est pas un enseignement à distance où les cours sont plutôt adaptés à être distribués en ligne, mais c'était plutôt un enseignement en état de crise avec beaucoup d'improvisation de notre part. Moi, à mon tour, j'avais des manuels pour les cours de grammaire, mais ce qui s'était avéré plutôt pas trop utile pour les générations que nous avons maintenant en cours. Et personnellement, j'ai croisé les doigts que les examens puissent se faire en présentiel. Mais il fallait tout de même se préparer à des examens à distance. Et puis, comment on a fait? Moi, personnellement, je donne les cours suivants. C'est un séminaire de traduction où l'organisation de travail personnel de l'étudiant se fait à l'aide de la plateforme Moodle. Les cours sont préparés en avance. C'est la traduction littéraire. Ils obtiennent, je ne sais pas, presque 100 de pages qu'ils traduisent pendant le semestre et que je corrige entre-temps et que je commente. Et c'était en fait un cours qui est tout à fait adapté à l'enseignement de la distance. C'était à peu près la même chose avec le séminaire et travaux dirigés de la stylistique, où l'objectif est surtout d'adapter les étudiants à l'analyse des textes qui sont traduits plus tard. Plus difficile, c'était d'organiser le cours de grammaire avec la conjugaison, avec la morphologie et tout ça, ce qui en fait relève de l'évaluation formative et que l'étudiant doit réciter par cœur. Si vous voulez, en fait, malgré toutes les méthodes communicatives qu'on vient de mettre en place dans les 30 ou 40 dernières années, à mon avis, ce n'est pas nécessaire de perdre les mots là-dessus, si c'est du par cœur ou pas. Vous vous imaginez un interprète, par exemple, qui cherche la conjugaison d'un verbe dans le Becherel pendant la simultanée. Oui. Et puis, pour
l'organisation des examens, on a fait dans presque tout le département de la manière suivante. Les cours de traduction, l'évaluation finale est en fait la dernière évaluation des textes, parce qu'on pratique l'évaluation sommative pendant l'année académique, et c'est juste le dernier texte que le professeur corrige. Et alors, si l'étudiant a rendu tous les travaux pendant l'année, là, ça suffit de l'évaluer. La même chose pour la stylistique. Là, normalement, on a un examen qu'ils font en classe, mais cette fois-ci, on a choisi des formes alternatives. Un séminaire, et puis j'ai préparé pour tout le monde des examens personnalisés. Pour le cours de l'étude de grammaire, on a mis en ligne, dans le cadre d'Examnet, ça pourrait être aussi un autre, l'examen qui se fait dans l'environnement sécurisé. L'étudiant ne peut pas quitter l'environnement sécurisé pour aller chercher dans le Google ou un autre logiciel. En fait, il ne peut pas sortir de cet environnement. Et ça, en même temps, il est surveillé par le téléphone portable, et on a fait des examens dans ces conditions qui, à mon avis, sont assez humiliantes pour l'étudiant. On a ce besoin de le surveiller, mais qui est quand même, si on parle de la fraude, c'était quand même prescrit par l'université. La question de la fraude s'est posée tout le temps. En fait, nous avons tous, dans ce court temps de confinement, dû attendre quelques séminaires sur l'utilisation des moyens par lesquels on peut faire passer les examens. Et la question de fraude préoccupait déjà le séminaire auquel j'ai participé. Par exemple, sur 2 heures de séminaire, on a parlé pendant 20 minutes de la fraude. Et un collègue qui est informaticien, il a même expliqué qu'il fait, je ne sais pas, une triple surveillance, comment ne pas sortir de l'environnement, plus l'examen personnalisé pour avoir de bons résultats. À mon avis, c'est quand même, peut-être, on en parle un peu trop. C'est d'abord une question culturelle. On peut voir que les différentes cultures ont un niveau de tolérance différent, et c'est aussi la question de la responsabilisation de l'étudiant. Et puis, finalement, on peut toujours faire un examen oral si on a l'impression que l'étudiant a voulu tricher. En ce qui concerne Google Translate, pour notre cours de traduction, cela ne pose pas un problème. On veut sensibiliser les étudiants à des conditions dans lesquelles ils vont travailler plus tard en tant que traducteurs professionnels. À part cela, on a une chance. Le slovène, en tant qu'une petite langue, est une langue pour laquelle le Google Translate n'a pas été trop développé, et il fait toujours beaucoup de fautes, même si ces derniers temps, il est devenu meilleur. Mais c'est pas
un moyen, un outil par lequel l'étudiant qui n'a aucune notion de traduction pourrait passer un examen de traduction. Moïtsa, il reste normalement plus tellement de temps. Oui, Donc, c'est pas un problème. Je vais encore mentionner la psychologie des examens à distance. Les étudiants ont exprimé la peur devant la technologie, surtout quand ils avaient le problème. En fait, ils ont tous eu peur que quelque chose lâche pendant l'examen. Après, on a tous vu qu'il y a une fatigue qui est due aux conditions non naturelles. Et aussi, ce qui était gênant, c'est le manque de perception des sentiments à travers l'écran. Mais selon les enquêtes auprès des étudiants, ils ont exprimé leurs préférences dans le présentiel avec 28%, dans le virtuel 30%, les formes alternatives de l'évaluation 27%. Alors, pour conclure, on peut voir que la crise a apporté les changements irréversibles et que l'enseignement universitaire devra s'adapter à la pression du distanciel. Par contre, pour le moment, personne ne veut renoncer au présentiel, ce qui est pour le moment bien. D'accord, espérons qu'avec l'économie néolibérale et les peurs de coupes budgétaires, nous aurons quand même assez de force d'imposer le présentiel pour la suite aussi. Merci de votre attention. Merci Moïtsa. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, lorsque je vous ai donné la parole, que vous étiez professeure et directrice du département de traduction. C'est pas tellement important dans ce cas-là. Le travail de l'animateur. Est-ce que les uns ou les autres ont une question à poser à notre première conférencière? Je n'ai pas vu de questions. Oui, si, il y avait des questions, si je peux. Oui. Donc, pouvez-vous en dire plus sur la surveillance par le téléphone portable? En quoi cela consiste-t-il, Mélanie Bouchard? Oui, en fait, l'étudiant doit se connecter en ligne. Il entre en Examnet. En même temps, il allume le téléphone portable. Il nous montre si la chambre est vide, s'il n'y a personne dans la chambre, s'il n'a pas quelque chose collé sur le plan de travail, ou bien autour du caméra même. Hein? Il y a une autre question. Pourriez-vous spécifier le niveau de tolérance? Une question culturelle. Merci par avance. Caroline. Oui, en fait, nous, on est un département international et il nous arrive parfois de surprendre les étudiants qui trichent. En fait, un collègue américain a découvert un tel cas il y a quelques jours et il va déclencher toute la procédure devant le comité disciplinaire. Un collègue belge qui l'a découvert l'année dernière, il avait le sentiment que ça suffit de se réunir avec les étudiantes et de les responsabiliser. Moi, en tant que Slovène, je dirais plutôt que c'est une chose qui peut arriver parce que les étudiants ont peur et qu'après, on ne note pas l'examen, mais qu'ils ne perdent pas la possibilité de se représenter. Tandis qu'une université américaine, dans une université américaine, cela entraîne l'exclusion. Merci. Merci pour cette réponse. Je pense que là, c'est le moment de donner la parole à Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs et organisatrices. Donc Stéphane Walter, je suis professeur à l'Université de Lyon 2 Lumière en langue et civilisation arabe. Il me semble que je suis un des rares civilisationnistes de participants au colloque. Donc j'espère que ce que je dirai sera intéressant. Ceci étant dit, je crois qu'on ne peut pas faire de civilisation sans langue et vice-versa. Enfin, en arabe en tout cas.
Je pense que dans d'autres disciplines, c'est un peu la même chose, parce que la langue, c'est le vecteur d'une culture, bien sûr. Et bon, enfin, tout le monde est d'accord avec ce genre de choses. Donc, pour les cours, oui, alors à Lyon 2, nous avons été confinés, hein, comme tout le monde. Bon, tous les cours se sont arrêtés, pratiquement. Ça a continué en visioconférence, hein, comme dans beaucoup de coins du monde. Je pense que c'est une catastrophe, mais on ne pouvait pas faire mieux. Alors, pour les cours de langue, à l'oral, ça me paraît impossible de faire un cours. Déjà, un cours en présentiel peut être intéressant, profitable, si les étudiants sont peu nombreux, motivés. Quand on dépasse une dizaine, une quinzaine, ça devient inintéressant. Mais bon, après. Alors, en visioconférence, c'est encore pire, évidemment. Alors, pour la langue, je me suis contenté d'envoyer des travaux écrits, bon, de les corriger à l'écrit. Donc, c'est très chronophage. Ça ne sert à rien, en fait, parce qu'on corrige plusieurs fois la même chose. Alors que si on est en présentiel, bon, on peut l'expliquer à l'un et tout le monde en profite. Bon, enfin, peu importe, c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne les cours de civilisation, c'était le même problème, en fait, dans la mesure où l'intérêt d'un cours de civilisation, c'est l'échange, forcément. Sinon, on peut écouter une émission de radio et ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de faire un cours. Un cours, c'est interactif, hein, c'est comme ça que je le conçois, donc transmettre une idée, de demander une réaction de la part des étudiants, etc. Il faut qu'eux-mêmes aient des interactions entre eux. Bon, mais ça c'est vrai dans tous les, je pense, enfin partout, hein, je crois que je dis des banalités. Alors, en ce qui concerne la civilisation, la langue et la civilisation arabe, il y a peut-être, c'est même pas sûr, une particularité, c'est le fait que les étudiants viennent, la plupart sont d'origine arabe, enfin oui, une immense majorité, ou berbère, mais enfin berbère arabisé, ou kurde arabisé, enfin voilà. Il y a très peu de Français de souche, par exemple, ou de Suédois et autres. Voilà, donc ce public est divers, varié, intéressant. Alors c'est à la fois enrichissant et un peu des fois déstabilisant parce qu'ils ont tous des expériences personnelles qui sont parfois, pas peut-être douloureuses, oui. Surtout pour ceux qui viennent de l'étranger. Alors évidemment, pour ceux qui sont d'origine arabe nés en France, c'est différent parce qu'ils ont commencé à s'intégrer normalement et leur psychologie change. Pour ceux qui viennent d'arriver, enfin qui sont là récemment, c'est plus compliqué parce que moi j'avais des étudiants de Libye, bon, il y a une guerre en Libye, de Syrie, voilà, même chose, d'Irak. Égypte, il n'y a pas de guerre évidemment, mais la situation est quand même complexe, hein. Avec la pollution, le terrorisme. Voilà, il y avait un Jordanien aussi. Alors pour ceux qui viennent du Maghreb, c'est un peu différent parce que bon, il n'y a pas de guerre, pas d'état de guerre à proprement parler, mais bon, il y a comme tout le monde le sait, la corruption, la justice, etc. Bon, bref, tous ces étudiants et étudiantes ont des expériences personnelles quand même parfois un peu, oui, douloureuses. Et l'intérêt d'un cours en présentiel, c'est de pouvoir communiquer, c'est-à-dire donner un côté humain, comme quand on va chez le coiffeur, par exemple, on échange des mots superficiels, mais qui vont droit au cœur. Et alors, à travers un écran, c'est très compliqué, évidemment. Alors que, bon, en présentiel, on peut, par exemple, on peut remarquer, c'est un exemple, on peut remarquer la coupe de cheveux d'un tel, et puis le féliciter, donc il est content, et puis voilà. Ça le valorise, ou... Bon, les filles ne se sont pas parfumées encore dans mon cours, mais par exemple, on peut faire un compliment sur une paire de chaussures ou n'importe quoi, ou si quelqu'un rentre avec un sandwich, on peut lui souhaiter bon appétit. Enfin bon, tout ça sont des petites interactions sociales de la vie qui, je pense, qui créent un contact et ce contact est important, surtout pour ce type de public. Alors après, bon, le public arabe, ou arabophone, enfin, dont j'ai parlé, n'est pas exceptionnel, hein, forcément, mais il a quand même des particularités par rapport à un public uniquement français qu'on retrouverait dans un amphithéâtre en droit public, par exemple. Voilà, donc pour ça que la vidéo, enfin,
c'est mieux que rien, mais c'est... en fait, il faudrait... bon, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais il faudrait peut-être juste faire des cours quasiment individuels pour que les étudiants se sentent rassurés, pris en considération, valorisés. Et voilà, bon, alors quand on est... bon, ils n'étaient pas trop nombreux, hein, mais ça pouvait aller jusqu'à une vingtaine. Je ne me vois pas avec 20 petites images sur mon écran. Enfin, on n'arrive pas à distinguer les gens, on ne sait plus qui parle. Et bon, donc c'est pas satisfaisant. Voilà. Donc bon, pour résumer la situation, la crise sanitaire, bon, est une bon, enfin, elle est ce qu'elle est. Donc les moyens de visioconférence sont mieux que rien, forcément. Mais ceux qui pensent en faire la panacée, à mon avis, se trompent un peu. Enfin, ils vivent dans le mythe. Ce sont des gens même peut-être dangereux qu'il faudrait mettre à la retraite prématurément parce que c'est nocif, si vous voulez. Un cours, c'est une transmission d'informations, mais c'est aussi un lien social, personnel. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, si on me disait que ce n'est pas ça, j'arrêterais tout de suite de faire cours. J'irais vendre des frites à la plage. Ce serait, je pense, plus intéressant. Donc voilà. Alors je crois que j'arrive à terme, au terme de ce que j'ai à dire, qui n'est pas particulièrement révolutionnaire. Hein. Bon, si ce n'est que je vous ai présenté, je pense rapidement les caractéristiques du public à Lyon 2 qui fait des études d'arabe de différentes manières. Ce public, on le retrouve partout en France, d'ailleurs à Paris, à Lille, à Bordeaux, etc. En gros, c'est le même public. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est une citation, si je la retrouve je vais peut-être la retrouver, j'en sais rien, non, enfin bon, peu importe, d'Albert Einstein qui disait en substance que le jour où la technologie régentera les relations humaines, nous serons tous idiots. Enfin, bon, c'était le contenu de sa citation. Je pense que c'est vrai, il faut se méfier du leurre de ces nouvelles technologies. Surtout avec des publics qui ont besoin d'une attention particulière, parce qu'ils viennent de milieux, de cultures différentes et avec des parcours quand même compliqués. Voilà ce que j'ai à dire en 2 mots. Je vous remercie. Merci. C'est un plaisir. Diana, je te laisse du coup introduire la personne d'après qui n'est pas là avec nous. Donc, c'est Diana qui va nous présenter sa communication. Oui. Oui, donc notre collègue de Bratislava ne pourra pas être avec nous malheureusement parce qu'elle est en train de faire passer les examens. Et donc nous avons enregistré son petit témoignage. Vous savez peut-être que la Slovaquie en fait a fermé les universités déjà 1 semaine avant la fermeture des universités et le confinement en France, alors qu'il n'avait que 6 cas avérés. Donc voilà, peut-être que son témoignage va être aussi intéressant de ce point de vue. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Elena Melušová. Je suis ancienne lectrice de slovaque à INALCO. Aujourd'hui, je suis à Bratislava. J'enseigne à l'Université d'économie de Bratislava en Slovaquie et j'enseigne le français langue étrangère. Je voudrais vous donner quelques remarques sur la situation de coronavirus, l'enseignement confié des langues étrangères chez nous, à notre faculté. Au début, je voudrais dire que la situation avec ce coronavirus était pris très en sérieux dès le début chez nous. Surtout les écoles, les magasins et tous les services ont été fermés peut-être 1 semaine avant la fermeture des écoles chez vous en France. Même si la situation en ce qui concerne la maladie n'était pas si grave chez nous, parce qu'au début, il n'y avait que peut-être 6 ou 9 malades en Slovaquie, mais on a vu les informations, les nouvelles du monde entier, de l'Europe surtout,
et on voulait supprimer la même situation comme c'est produit par exemple en Italie. Donc, les débuts, les mesures étaient très strictes. On devait porter des masques dès le début. Si vous êtes sorti et si vous êtes allé au magasin ou à la pharmacie, parce que c'était les seuls magasins qui ont été ouverts. Et puis, on est resté chez soi, à la maison, et on a attendu. On a pensé d'abord que cette situation bizarre va durer peut-être une semaine, maximum 2 semaines. Donc, en ce qui concerne l'enseignement confié, on ne faisait rien. Mais peu à peu, on s'est rendu compte que la situation va peut-être durer plus longtemps et qu'il faut faire quelque chose avec des étudiants. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc, on les a contactés parce que chez nous, chacun des groupes d'étudiants a son email adresse commune. Donc, on a contacté les étudiants par Internet, par email, et on a opté pour pour leur donner des devoirs. D'abord, c'était de leur donner des devoirs par mail, comme si on était malade. Et si je tombe malade, alors je le fais comme ça aussi. Donc, ça marchait peut-être une semaine, mais ça continuait. La situation continuait. La situation s'est aggravée encore. Et donc, on s'est mis d'accord avec des collègues qu'il faut faire aussi des conférences. Mais comme les étudiants étaient dans beaucoup de villes de Slovaquie et pas tout le monde avait chez soi l'ordinateur, bon, il était impossible de faire la vidéoconférence, par exemple. Et en plus, on n'avait pas le matériel pédagogique préparé pour faire ça. Donc, moi, par exemple, j'ai enseigné le français langue étrangère pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Mais c'était d'une grande partie, c'était les étudiants qui étaient en master ou en licence et qui avaient les matières de spécialité, par exemple, c'était la traduction, ou bien c'était la morphologie, ou bien c'était la syntaxe et la phraséologie, donc lexicologie, etc. Donc, avec ça était liée la conférence et comment faire ça. Donc, moi, personnellement, j'ai préparé les conférences et je les ai modifiées un petit peu pour pouvoir les envoyer aux étudiants par email. Donc, je le fais aussi avec les cours. Ça veut dire j'ai sélectionné des exercices qui étaient appropriés à ces conférences d'une semaine à l'autre et avec l'indication que les étudiants sont obligés de faire ces exercices et de les renvoyer dans une semaine à mon email. Il faut dire que la plupart d'étudiants le faisaient, mais il y avait bien sûr des individus qui ne le faisaient pas et on n'avait aucun contact avec eux. Donc c'était un peu difficile parce que la fin de semestre s'approchait et on a pensé aux tests et aux examens, comment faire ça. Donc, on s'est mis d'accord avec nos collègues qu'on va préparer les tests comme normal. Ça veut dire on prépare les tests, mais comme les étudiants sont chez eux, à la maison, il faut leur envoyer ces tests par email, comme on l'avait fait avec des exercices, avec des devoirs. Et on s'est mis d'accord qu'il faut indiquer l'heure, à quelle heure ils sont obligés de se connecter sur l'Internet et combien de minutes ils ont à élaborer le test. Par exemple, moi, j'ai envoyé le test à 10 heures à un groupe et je leur ai indiqué dans mon mail qu'après
40 minutes, j'attends leur test. Sinon, alors, le test des étudiants qui n'envoient pas à cette heure exacte seront annulés ou bien ne seront pris en considération. Mais il faut dire que la plupart des étudiants a bien obéi toutes ces instructions et voilà, on pouvait le faire. Mais quand même, on était un peu surpris, pas seulement moi, mais aussi mes collègues qui l'avaient fait de la même façon, que la plupart d'étudiants étaient, on peut dire, excellents parce que tout était parfait. Les tests presque sans faute. Donc, on s'est mis d'accord que la situation est telle qu'elle est. Et pour cette fois-ci, il faut prendre en considération non seulement les tests, mais aussi leurs devoirs qu'ils avaient élaborés pendant le semestre et aussi leurs travaux semestriels, on peut dire, parce que tout le monde faisait quelque chose. Donc, on a pris en considération aussi ça. Mais si les étudiants ont participé à toutes nos séances ou bien à tous ces devoirs et ils ont renvoyé les devoirs, donc tout le monde devait passer son examen. Donc même le doyen de notre faculté a dit que la situation est tellement bizarre que même les examens doivent être un peu bizarres. Ça veut dire que tout le monde doit passer cet examen. Voilà. Mais ce qui est plus difficile maintenant, ça sera peut-être les examens d'État et puis pour les étudiants qui sont en master et en licence. Et voilà, ça va se faire à présence. Ça veut dire l'école est déjà ouverte, mais l'entrée à l'école est facultative. Ça veut dire les gens qui le désirent peuvent entrer, mais ceux qui ne le désirent pas restent chez eux et travaillent sur les publications, sur les textes, sur les tests. Ils corrigent toujours quelque chose ou bien ils préparent les tests supplémentaires pour les étudiants qui n'ont pas tellement réussi ou bien qui n'ont pas participé au test. Et maintenant, les étudiants qui vont soutenir leur travail de master ou leur travail de licence vont être présents, mais ils vont attendre dehors, devant l'école, dans le jardin devant l'école, et l'un après l'autre vont entrer devant un jury des enseignants, des professeurs. Les enseignants doivent être munis de masques, bien sûr, et on nous a attribué des salles qui sont plus grandes. Ça veut dire qu'il faut toujours respecter la distance entre les gens, au minimum 2 mètres entre les gens. Et on ne peut pas manger, on peut juste boire l'eau de la bouteille que chacun doit apporter la sienne. Et on ne peut pas manger dans cette salle. Si vous voulez manger, il faut sortir de l'école dehors. Mais voilà, mais ça nous attend dans 2 semaines et on verra comment ça va marcher. Encore une spécificité de ma part, c'était que je n'ai pas enseigné les groupes dits parallèles. Ça veut dire chacun des groupes avait une autre matière. Par exemple, j'ai fait la grammaire ou la traduction et c'était différent. Bon, alors ce sera pour le moment tout. S'il y a des questions, vous pouvez les poser par l'intermédiaire de ma collègue. Au revoir à tous. Alors, effectivement, j'ai repéré une question tout à l'heure en espérant, Diana, que tu sauras, enfin, je ne mets pas en doute du tout tes compétences. Hein. Donc, Elena Stenout, j'espère que j'ai bien prononcé, demande s'il serait possible de citer quelques types de modifications avant l'envoi par email.
Alors là, malheureusement, j'aimerais bien répondre, mais je pense que c'était des modifications au niveau du contenu des textes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la faculté des langues appliquées, à Bratislava, ils n'ont pas du tout encore enseigné à distance. Donc pour eux, c'était quelque chose de très nouveau. En fait, ils ont des salles qui sont équipées, donc ça m'arrive de faire des conférences chez eux en linguistique comparée slovaque-français. Donc, ils ont des salles équipées pour brancher l'ordinateur, pour projeter, etc. Mais effectivement, le contact entre les enseignants et les étudiants, je dirais, c'est resté encore très, très classique. C'est-à-dire qu'on ne communique pas forcément par intermédiaire de mail avec les professeurs. Enfin, il y a quand même une certaine distance qui est toujours très, très présente entre les enseignants et les étudiants. Et donc, pour eux, c'était une révolution. En fait, d'un jour au lendemain, on leur avait dit, ben, maintenant, les étudiants, allez dans vos campagnes, partez, puisque vous ne pouvez plus rester dans la capitale, dans les logements pour les étudiants, allez chez vos parents, les écoles ferment, et puis les enseignants, ben, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Donc, voilà, la situation est un peu comme ça. C'est tout ce que je peux dire, malheureusement. Merci, Diana. Très bien, donc je vais donc donner maintenant la parole à Mariana Lescouret, qui vient de Suisse. Alors, je vais encore écorcher donc de l'école de Zweisimmen et Steig Feuterzoy. Oui, c'est ça. Merci, merci. Donc, je vous donne la parole pour 10 minutes. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. Donc, je vais vous partager un petit peu mon expérience autour de la planification en contexte d'enseignement en distance. Et puis, ça change un peu. Là, ce n'est pas du tout de l'enseignement universitaire, mais c'est à l'école primaire et au collège. Donc, je me présente, je m'appelle Mariana Lescouret et donc je suis enseignante de français dans 2 écoles de l'Oberland bernois en Suisse alémanique. Donc, c'est vraiment juste à la frontière de la langue française. Voilà, donc c'est la première langue étrangère en fait chez nous, le français. Et donc, j'enseigne à des élèves qui ont le niveau CE2 jusqu'au niveau 3e. Donc, c'est des enfants qui ont entre 8 et 15 ans. Et donc, pendant la période de confinement, j'ai suivi 80 élèves. Voilà. Donc, dans les 2 écoles, officiellement, on a pu avoir accès à la plateforme Teams. Donc, c'est Microsoft qui fait ça. C'est une plateforme collaborative sur laquelle on peut partager des fichiers, parler via un chat et puis également faire des visioconférences comme Zoom. Et puis ensuite, moi personnellement, j'ai rajouté comme moyen de communication le WhatsApp, notamment avec les parents en fait, parce que grâce au fait que les parents ont beaucoup suivi les enfants, j'ai pu vraiment travailler avec les enfants grâce à ça, quoi, parce que évidemment un enfant de 8 ans ne peut pas s'organiser tout seul pendant 6 semaines. Voilà, donc heureusement on avait le soutien des parents et les parents étaient connectés sur WhatsApp, donc on a pu travailler avec WhatsApp. Et puis le téléphone beaucoup et les emails. Et ensuite tous les enfants qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas d'ordinateur, etc. Ben là, on les a équipés avec les ordinateurs de l'école, avec un accès à la plateforme Teams. Donc, tous les enfants ont été équipés, ont eu un accès Internet. Voilà. En tout cas, je suis restée en contact pendant les 6 semaines de confinement. Je suis restée vraiment en contact avec tous les enfants. Donc, j'ai découpé cette période d'enseignement en 3 phases, mais au départ, ce n'était pas voulu. Je l'ai analysé par la suite.
La première phase, c'était une phase de révision. La deuxième phase, une phase créative. Et la troisième, une phase de découverte de nouveaux concepts. Donc, dans la phase de révision, normalement, en période de non-confinement, on travaille avec un manuel imposé avec lequel je travaille de manière quasi exclusive en temps normal. Et puis, donc, pendant les 3 premières semaines de confinement, j'ai travaillé exclusivement sur la répétition de contenu, de sujets qu'on avait déjà vus en classe, parce que ben, voilà, les enfants devaient aussi prendre le temps de s'adapter à cette nouvelle manière d'apprendre. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que tous les élèves de collège avaient déjà une expérience, ils ont déjà des cours en informatique, donc ça allait. Mais par exemple, les enfants de primaire, ils ne savent pas encore télécharger un fichier. Voilà, ils ne savent pas déplacer des documents. Donc tout ça, ça a été compliqué, ça a pris du temps. C'est surtout au départ les parents, puis après petit à petit, voilà, les enfants ont suivi. Mais au départ, j'ai beaucoup travaillé donc de manière principalement asynchrone, avec comme support des documents écrits et audio. Et puis ensuite, je suis passée à la phase créative. Donc, à partir du moment où les élèves ont pris connaissance un petit peu de la manière de ma manière de travailler à distance, on est passé à 2 semaines pendant lesquelles j'ai essayé d'introduire un projet un petit peu plus créatif. Donc, je suis tombée par hasard sur le projet de la Corona Maison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais sur Twitter, c'était très à la mode. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça continue à marcher. C'est les dessinateurs Tim et Pénélope Bagieux qui ont lancé un projet collaboratif. Donc, le but, c'est de… Je vous montre ça tout de suite avec un partage d'écran. Voilà. Voilà, Pénélope Bagieux et Tim ont partagé sur Twitter ce template qu'on peut télécharger. C'est une pièce de maison vierge que l'on peut, où l'on peut dessiner en fait son intérieur. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un projet intéressant à décliner pour le français langue étrangère parce que il y a un côté créatif et puis aussi collaboratif avec les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, voilà, là, c'est l'occasion rêvée d'introduire les réseaux sociaux auprès des enfants. Et je vous montre maintenant voilà, ce que ça donne. Alors, il y a un site qui s'appelle coronamaison.fun. Et là, vous avez toutes les créations de tout le monde. Alors, il y a des gens, il y a vraiment des professionnels qui ont participé, mais aussi des enfants. Donc, tout est mélangé. Et en fait, j'ai fait participer les enfants et je leur ai fait écrire pour réviser le lexique lié à la maison. Je leur ai fait écrire sur des étiquettes et coller des étiquettes les objets en français, les objets de la maison, pour qu'ils puissent réviser le lexique. Et puis, on a mené ce projet de publier les dessins sur Twitter, tout ça en français. Donc, cette idée-là, c'était avec les plus petits, c'était juste l'idée, c'était juste de réactiver le lexique de la maison. Et puis avec les plus grands, on est allé un peu plus loin. On a travaillé sur la littérature française, donc la bande dessinée, voilà, avec ces 2 auteurs. Et puis ensuite, la troisième phase, donc la phase de découverte de nouveaux concepts, à partir du moment où là, les enfants étaient vraiment dans le bain avec l'utilisation des outils numériques. Et je me suis dit que j'allais pouvoir lancer de nouveaux concepts, des nouvelles notions plutôt. Donc, là, j'ai aussi intégré de nouveaux outils de communication. Donc, j'ai travaillé notamment avec Zoom. Non, Loom, pardon, pas avec Zoom, mais Loom. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire des vidéos avec partage d'écran. Et j'ai fait qu'une fois de l'enseignement en direct, en fait, seulement une fois. Mais les autres fois, finalement, je me suis dit que j'allais faire des vidéos
pour transmettre les concepts de façon à ce que les enfants puissent les regarder quand ils veulent et voilà, au moment où ils sont prêts pour le faire. Et c'était aussi une occasion de pouvoir revoir la vidéo plusieurs fois. Alors, c'est vraiment des toutes petites vidéos qui durent voilà, 1 minute, 3 minutes, parce que voilà, c'est des enfants, donc vraiment très, très courte vidéo avec une explication très succincte du concept. Et ensuite, j'ai partagé des activités, toujours pareil, avec des documents écrits et audio. Et les enfants avaient à chaque fois 1 semaine pour me rendre le travail. Et ils pouvaient me le rendre quand ils voulaient. Et voilà, de petit à petit, en fait, j'avais préparé un plan de travail, un plan de semaine. Et voilà, les enfants devaient suivre ce plan de semaine. Et à la fin de la semaine, voilà, le travail devait être terminé. Et donc, voilà, j'ai travaillé comme ça avec ce type de vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, eh bien, alors voilà, le numérique, du coup, moi, ça m'a servi simplement à servir le scénario pédagogique quand il y en avait besoin, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, à l'écrit, mes semaines, elles se sont toujours organisées de cette manière. Il y avait un côté planification de la semaine suivante, correction des travaux de la semaine en cours, interaction en direct par téléphone, par chat, etc. avec chaque élève, et puis les réunions d'équipe hebdomadaires à distance. Et donc, par exemple, pour donner un retour aux enfants, ça a été pour moi vraiment intéressant l'expérience. Par exemple, par écrit, les enfants, voilà, c'était un peu système D. Ils étaient les petits qui n'étaient pas encore capables de télécharger un document et d'y travailler dessus et de le repartager. Souvent, ils imprimaient le document que j'envoyais, ils travaillaient par écrit et ensuite, ils prenaient une photo de leur travail et ils le postaient sur le chat. Donc, moi, je récupérais cette photo que je collais sur un Word et après, avec la fonction insérer une zone de texte, j'ai fait mes corrections par écrit de cette manière. Donc, c'était beaucoup de travail, mais voilà, avec des enfants qui ont trouvé un système D pour se débrouiller, c'était intéressant. Et puis, à l'oral, j'ai beaucoup travaillé avec l'audio, c'est-à-dire que souvent, je leur demandais d'écrire des petites productions, de me les envoyer. Moi, je les lisais à voix haute avec un audio. Je leur renvoyais, comme ça, eux, ils avaient un modèle, disons, pour travailler la prononciation. Et ensuite, ça leur permettait voilà, de travailler la prononciation avec mon audio. Et après, ils me renvoyaient l'audio. Donc, il n'y avait pas d'interaction, disons, mais il y avait un moyen intéressant de travailler la prononciation, en tout cas. Merci. Et, pardon? Non, je disais juste merci. Vous avez encore beaucoup, parce qu'en fait, il y a des questions. On approche de la fin de la session, même si on a encore un tout petit peu de temps. Donc, soit si vous voulez conclure, et comme ça nous laissera le temps de vous poser des questions, ou bien on arrête maintenant. Comme vous voulez, je vous laisse. D'accord. Alors, je vais conclure. Oui, merci. Donc, en fait, tout ce travail, ça m'a… d'un côté, au bout des 6 semaines, je me suis sentie un peu plus community manager qu'enseignant. J'avais un peu l'impression de faire vraiment de la gestion de contenu. Mais ça m'a quand même permis d'approfondir mes évaluations individuelles, enfin vraiment mes retours, tous les feedbacks. Souvent en classe, je n'ai pas le temps de donner des feedbacks à tout le monde et comme je le voudrais. Et là, ça m'a permis vraiment de prendre le temps de donner des feedbacks à tout le monde. Donc ça, c'était quelque chose de très positif pour moi, cette expérience. Et depuis la reprise à la normale, donc depuis le 11 mai, je continue à travailler avec l'audio. La fréquence d'utilisation des moyens de communication à distance est plus… Voilà, je les utilise beaucoup moins, mais je continue à m'en servir pour informer les absents, poster des documents multimodaux utiles à la réalisation des devoirs à la maison et puis voilà, pour approfondir les travaux individuels. Voilà.
Je vous remercie pour votre attention. Merci. En fait, votre communication nous donne des pistes hein, sur ce que l'on peut développer grâce au numérique dans le cadre de la production orale. Et c'est vrai qu'on a quelques questions, quelques interrogations d'abord sur la plateforme Loom. Donc, on nous demande si c'est comme YouTube, si c'est libre d'accès pour tous, est-on propriétaire de sa vidéo ou est-ce celle de la plateforme après? Et puis peut-être je vous dis tout de suite dans la foulée la deuxième question qui voudrait en savoir plus sur les vidéos et le partage d'écran. Alors, Loom, moi j'ai utilisé la version gratuite et j'ai partagé un lien sur lequel les enfants peuvent cliquer. Donc, j'ai partagé le lien voilà, sur Teams. Ça, c'est Teams, c'est notre plateforme sur laquelle on discute ensemble avec les élèves, quoi. Et là, voilà, j'ai fait comme ça, j'ai partagé un lien comme ça dans le chat. Et les enfants accèdent directement sur la plateforme qui est là. Voilà. Donc, Teams, c'est ça, c'est notre plateforme de communication avec les élèves. Et moi, je poste comme ça un lien qui envoie directement vers une vidéo Loom. Donc, voilà. Et là, ils arrivent directement sur cet écran. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est libre d'accès, en fait. Et moi, j'ai utilisé la version gratuite. Et avec la version gratuite, il suffit de télécharger Loom sur son ordinateur. C'est un petit... comment dire, un widget en fait qu'on va coller sur l'écran de l'ordinateur et il suffit de cliquer dessus, il y a une caméra qui s'ouvre et en fait, exactement comme dans Zoom, on peut faire un partage d'écran ou se filmer en direct. Donc, j'ai des collègues, par exemple, qui allaient à l'école tous les jours et qui travaillaient devant leur tableau et qui se filmaient en direct et qui faisaient la leçon au tableau. Bon, ben, moi, je suis restée à la maison et j'ai travaillé avec le partage d'écran. Merci. Il y a peut-être la dernière question parce qu'après, notre session sera terminée. Sur l'utilisation de WhatsApp, est-ce que ça ne vous a pas gêné par rapport à la préservation de votre vie privée? Enfin, oui, le partage. Oui, alors c'est sûr que j'ai été donc toute la journée sollicitée, quoi, par WhatsApp, mail, parce qu'en fait, j'ai laissé la possibilité aux enfants de me contacter par le biais qu'ils préféraient. Il y a des collègues qui ont exigé que les enfants ne communiquent que par Teams et moi, j'ai dit que les enfants pouvaient me contacter par le biais qu'ils préféraient. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, c'était compliqué. Il fallait, avec une liste, j'ai travaillé voilà, pour avoir une vue d'ensemble chaque semaine, qui a renvoyé quoi, par quel biais ils m'ont communiqué quoi. Et donc, oui, par WhatsApp, effectivement, j'ai donné mes horaires de connexion et puis, dès que j'étais connectée, je répondais. Après, voilà, j'avais des horaires où je n'étais pas connectée, pendant lesquels je pouvais faire mes préparations tranquillement et mes corrections. Parce que sinon voilà, c'est vrai que ça, c'est le côté un peu, disons, négatif. Et j'ai tenu 6 semaines, mais je ne sais pas si je pourrais tenir une année entière comme ça. C'est compliqué. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir.